Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Qu'est-ce qu'un homme, un vrai ? On les voit dans les films, les livres, les séries, des représentations masculines qui tentent d'évoluer en s'éloignant progressivement des clichés virils de ces dernières décennies. Mais face à ces tentatives de renouvellement, certaines réactions virilistes et virulentes se font entendre, notamment dans un monde du travail où les codes virilistes se sont installés durablement à la faveur du capitalisme. Pour la Saint-Valentin, où les rôles genrés seront à l'honneur, on a voulu se plonger dans la fabrique de la virilité. Et oui, point de stéréotypes ou d'injonctions au Labo des Savoirs en ce 14 février, où nous avons plutôt préféré aborder un sujet qui nous touche toutes et tous, 365 jours par an pour cette nouvelle émission. Et pour en parler aujourd'hui des fabriques de la virilité, nous recevons en plateau Aude Rivaol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, associée au Centre d'études sur l'emploi et le travail et autrice du livre La fabrique des masculinités au travail. À vos côtés, Sergio Cotorivel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en littérature et civilisation latino-américaine, responsable de l'unité d'enseignement masculinité du master études sur le genre de la fac de droit et sciences politiques de Nantes Université. Nous entendrons également Lila pour sa chronique sur quelques représentations de la virilité au cinéma. L'homme au foyer, la non-demande en mariage, le congé paternité, tout cela que France Roch a vu en Suède où le bonheur n'en est pas pour autant garanti. On dit souvent que plus la température est basse dans un pays, plus les rapports humains y sont chaleureux. Eh bien, c'est faux. Allez donc à Stockholm, vous en reviendrez déçus. La grande Suédoise blonde ne cherche plus l'aventure comme dans les magazines. Aujourd'hui, elle milite pour l'égalité des sexes, à la maison comme à l'usine. Et c'est tout un pays qui s'est prêté à l'expérience. Parlement en tête, une femme sur 7 députés ou sénateurs, l'école ensuite, où les filles suivent des cours de bricolage et les garçons des leçons de couture. Mais il ne faudrait pas simplifier. En réalité, plus qu'à une réactualisation du rôle féminin, on assiste à une remise en cause du rôle de l'homme. Pourquoi l'homme serait-il différent de la femme ? C'est l'histoire et la société patriarcale qui lui ont donné cet avantage. Les Suédois ne sont plus d'accord. L'homme peut pleurer s'il est triste, exercer la profession de jardinière d'enfants sans honte. En vertu de quoi, il peut partager avec sa femme un congé de maternité de 7 mois, par exemple. Et cela avec l'accord des hommes qui n'hésitent pas à se rassembler en séminaire pour réfléchir sur l'évolution de leur conduite d'homme. Un homme au foyer, ça ne choque pas en Suède? Pas du tout, mais je ne peux pas dire qu'il y a 50% d'hommes qui travaillent et 50% qui ne travaillent pas. Mais ça commence de plus en plus. Si c'est la femme qui a le meilleur travail, c'est elle qui travaille, lui il reste avec les enfants. L'égalité des sexes en Suède a un peu tendance à se confondre avec une reprise en main de la société par les femmes. L'expérience a le mérite d'exister, mais les bénéficiaires ne seront probablement pas les Suédois. C'était un extrait de l'archive de l'INA datant de 1976 sur être un homme au foyer en Suède. Alors, première petite question pour poser les bases et définir de quoi on parle. Aude Rivaol, avez-vous une définition ou des définitions de la masculinité à nous proposer ? C'est vrai qu'il y a une confusion qui est généralement faite entre les termes de virilité et de masculinité. Si on essaye de définir ça un peu schématiquement, la masculinité, en fait on parle des masculinités au pluriel puisqu'il existe plusieurs manières d'être un homme. Et on peut dire que la masculinité c'est une manière d'être un homme. Et la preuve en est, c'est que tous les hommes ne sont pas virils. Donc c'est pour ça qu'on fait la distinction entre masculinité et virilité. La virilité c'est plus un idéal de performance, qu'elle soit économique, sociale ou sexuelle. Est-ce qu'elle se pose en opposition ou en définition par rapport à la féminité ou à l'absence d'attributs de genre ? Alors en fait, on a tendance à confondre masculinité et virilité parce qu'on a tendance à attribuer aux hommes les caractéristiques viriles de performance, d'autorité, de violence, alors que les femmes peuvent tout à fait être performantes, violentes, autoritaires. Et donc confondre les deux, ça révèle justement la mécanique du sexisme de ne pas penser que les femmes pourraient être viriles. Donc il y a vraiment des définitions plurielles, notamment celles que vous décrivez dans votre ouvrage. Donc la fabrique des masculinités au travail, ce sont des caractéristiques qui sont
communes aux milieux et aux classes sociales. Elles sont indépendantes de tous ces milieux-là. Il y en a 3 que je cite suivant ce que j'ai trouvé dans votre ouvrage. Il y a la valeur accordée à la force, le rapport distancié au féminin et aux masculinités subordonnées et ou marginalisées, et l'attachement à la division sexuelle du travail. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. La masculinité se définit toujours en rapport au féminin, souvent soit pour le fantasmer ou alors pour le rabaisser, mais en tout cas c'est toujours dans un système d'opposition, jamais d'équivalence, et c'est vraiment ce qui est à retenir dans la masculinité. Contrairement à la virilité qui pour le coup peut s'associer à la fois aux hommes et aux femmes, la masculinité se pose au regard du féminin. Ou justement aux masculinités qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc c'est une forme de masculinité qui est dominante, pas nécessairement en termes numériques, c'est-à-dire que ça ne représente pas la majorité des hommes, mais c'est une masculinité quelque part un petit peu idéale ou idéalisée de ce que serait un homme, un vrai. Un homme, un vrai, donc... Ça participe également à cette vision de l'homme fort, voilà, la valeur accordée à la force, tant physique que mentale. Exactement. Et on a tendance justement à penser que la force, elle est uniquement corporelle et que voilà, aujourd'hui, il y a un regain un petit peu d'intérêt pour tout ce qui est musculation, etc. Mais on en parlera probablement tout à l'heure. Mais il y a quand même aussi quelque chose qu'on met un peu de côté, c'est l'importance accordée à la force mentale, c'est-à-dire la capacité à non pas seulement retenir ses émotions, mais à les maîtriser. Et ça participe aussi de la virilité, la capacité de se maîtriser. Donc un vrai homme peut montrer éventuellement ses émotions, mais tout en restant mesuré. Exactement, par opposition à l'hystérie qu'on associe plus généralement aux femmes. Est-ce qu'il existe des rapports de force entre ces différentes masculinités, entre ces différentes expressions ? Est-ce qu'il y a une échelle de valeur de... je suis un vrai homme, donc je m'exprime de telle façon par rapport à d'autres hommes. Vous avez dit que tous les hommes ne sont pas virils, par exemple. Alors, tous les hommes ne sont pas virils, mais aussi, je pense qu'il faut prendre en compte la classe sociale, mais aussi la race et l'orientation sexuelle. C'est vrai que la masculinité hégémonique, telle qu'on la conçoit... on va dire, dans nos sociétés occidentales, ça représente en gros l'homme blanc d'âge moyen, classe moyenne supérieure, hétérosexuel. C'est les grands patrons d'entreprise, grosso modo. Et cette masculinité, elle se pose au regard de masculinité qu'on dit subordonnée. Et ça va être des hommes, ça peut être des hommes gays, ça peut être des hommes noirs. Voilà, c'est des masculinités qui vont être donc... effectivement subordonnée, c'est-à-dire qu'elle s'exprime sous contrôle de la masculinité hégémonique. Et le fait est que, voilà, on sait très bien que les hommes noirs n'ont pas les mêmes opportunités en termes, voilà, ne serait-ce que d'accès au marché du travail. Et c'est pour ça que ça crée une hiérarchie entre les différentes formes de masculinité. À l'intérieur même de ce groupe masculin. On a parlé de virilité déjà, mais je me tourne vers vous, Sergio Coto-Rivel. Comment on pourrait la définir, cette virilité actuelle ? Puisque j'imagine que la définition de la virilité a changé au fur et à mesure des époques. Oui, justement, comme l'a très bien dit Aude, la virilité peut être pensée surtout comme un idéal. Et cet idéal s'exprime de manière complètement différente selon les époques. Donc on peut de cette manière l'historiciser. Donc identifier des manières d'être homme viril à des moments très différents de l'histoire et dans des contextes aussi très différents. Et il ne faut pas oublier quand on parle des masculinités en général et des virilités, parce qu'on est toujours situé dans un espace déterminé, une époque déterminée, et on ne peut pas généraliser complètement tous ces caractéristiques ou ces concepts, justement parce que ce qui a été considéré comme viril il y a, je sais pas, 2 siècles, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de ce qu'on considère viril maintenant. Il y a des éléments qui reviennent, d'autres qui sont laissés complètement de côté. Il est indispensable de identifier ces caractéristiques à un moment particulier dans un contexte déterminé. On peut se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut identifier
actuellement, par exemple, détermine vraiment un idéal qui peut être généralisé à tous les hommes. C'est vraiment d'un point de vue théorique, on peut le penser comme ça, mais quand on fait un travail un peu plus spécifique, non seulement sur les représentations ou d'un point de vue sociologique, comme le fait ma collègue, il est indispensable, comme elle l'a bien dit, de voir d'autres critères par rapport à la classe sociale, la race. De toujours etc. ne jamais oublier le contexte qui entoure ces virilités. Moi, quand on me dit viril, je pense souvent à une voix grave, des poils, des muscles, un homme fort, peut-être aussi violent, qui a tendance à protéger la femme, qui donc, dans cette image, est vue comme plus faible, ou en tout cas qui a besoin de protection. Il y a aussi ce côté... ramener l'argent à la maison, avoir une réussite, une carrière professionnelle. Donc, et vous l'avez dit aussi, Aude, un homme blanc, on imagine souvent un homme blanc hétérosexuel. Oui. Toutes ces représentations donc, sont liées à un contexte précis, en tout cas celui de notre époque et de certaines classes sociales. Par exemple, si on remonte en arrière, est-ce que vous avez des exemples d'attributs qui étaient considérés comme virils et qui maintenant ne le sont plus du tout ? Si on pense à l'histoire des vêtements, par exemple, ou dans certaines classes sociales, ou la bourgeoisie, ou la noblesse, ou des pratiques qu'on considérerait maintenant complètement féminines ou efféminées. Comme des collants oui, ou les chaussures à talons, ou le maquillage, les perruques, etc., qui commencent à être démodés vers le milieu du XVIIIe siècle. Et... pour montrer d'autres caractéristiques qui commencent à s'imposer, à montrer ses cheveux, à porter d'autres couleurs. Donc ça, il faut bien sûr le croiser avec, par exemple, un comportement bourgeois qui est au XIXe siècle, qui commence à être un modèle qui s'impose. Donc, très souvent, ces caractéristiques qu'on associe à la virilité ou à l'idée qu'on a de cet idéal viril et correspondent avec cette masculinité hégémonique qui a été évoquée tout à l'heure. La classe dominante, peut-être, c'est ça ? Une classe, mais comme un idéal. Donc, on ne peut pas forcément identifier quelqu'un pour dire cette personne incarne directement la masculinité hégémonique. Et ce n'est pas un personnage qu'on identifie directement, mais un ensemble de caractéristiques vers lesquelles les hommes tendent à aller. Mais il n'y a pas forcément une manière d'incarner directement, même si on peut penser à certaines personnes qui se rapprochent très bien à des époques différentes. Donc, des joueurs de foot ou des hommes politiques. Donc il y a des figures qui sont très viriles, mais l'homme idéal correspond donc à son époque, et c'est un patchwork de plein de choses viriles que l'on met sur cet homme qu'on essaie d'atteindre, on va dire, pour être l'homme viril parfait. Oui, et dans cette idée d'homme vrai, un vrai homme, ça n'existe pas, mais c'est tout simplement un idéal vers lequel on veut aller. C'est tout comme cette idée de masculinité, de comment incarner de manière d'être homme, comment entrer dans un espace où il y a des caractéristiques qu'on considère comme masculines. Il faut dire aussi que entrer dans cet espace de la masculinité n'est pas exclusif des hommes mâles, on va dire. Donc les femmes peuvent entrer aussi dans de différentes manières d'incarner ce qu'on considère comme masculin à un moment donné. Une femme peut rentrer dans cet espace masculin en prenant ses attributs ? Exactement, oui. Oui, c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme dans une correspondance directe entre le fait d'être un homme biologiquement, on va dire, et le fait d'aller vers la masculinité ou de prendre tous ces attributs-là. Alors, ces attributs très, très virils, Sophie a parlé des poils, des muscles, est-ce que ce sont cette somme est-elle l'expression finalement presque de la domination masculine au-delà de l'expression de la masculinité? Est-ce que la virilité, Aude Rivaol, est une expression de la domination masculine, elle qui essaie de se poser un petit peu en neutre? Oui,
en fait. La virilité, l'expression de la virilité, c'est... alors, comme je le disais, c'est vraiment... ça se comprend par rapport au féminin et donc à la manière dont on se comporte par rapport aux femmes. Et souvent, donc c'est pour faire une hiérarchie entre le masculin et le féminin. Le masculin étant vu comme étant supérieur au féminin et l'expression de la virilité, donc de cet idéal de force, de puissance, d'autorité. Effectivement, comme on l'attribue plus facilement aux hommes, c'est pour aussi inférioriser le féminin. Et asseoir une espèce de dominance et à nouveau cette hiérarchisation. Alors, non pas cette fois au sein du groupe homme, mais au groupe, l'ensemble du groupe des personnes qui vivent sur Terre. Tout à fait. Et justement, cette question du neutre que vous avez évoquée, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit cette capacité de la domination masculine, parce que le fait de se montrer comme le neutre, comme cet ensemble de caractéristiques qui disparaissent, qu'on ne peut pas identifier directement, parce que le masculin, c'est l'homme en général, qui prétend aussi linguistiquement, quand on parle des droits des hommes, d'inclure les femmes, mais évidemment, ça n'inclut pas, mais le fait de se montrer comme neutre et de disparaître dans son propre discours est une des preuves les plus évidentes de cette domination et comment elle s'assoit, parce qu'elle est partout, absolument, et il est difficile à identifier. Donc il a fallu beaucoup de luttes féministes pour arriver à l'identifier, à montrer à tout le monde où elle se trouve, comment elle agit, justement parce qu'elle arrive à être floue souvent ou pas facilement identifiable, comme on identifie beaucoup plus rapidement et facilement les caractéristiques féminines. La preuve en est, c'est que dans l'histoire des sciences sociales, on a d'abord commencé par l'histoire des femmes et des luttes féministes. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on s'intéresse aux hommes de la même manière qu'on s'intéresse aux femmes pour les faire sortir de la catégorie du neutre et les étudier au même titre que les femmes comme une catégorie à part entière. Et c'est arrivé bien plus tardivement. Vous parlez justement de ces luttes féministes. Il y a des réactions, parfois très violentes, aux luttes féministes d'hommes qui se sentent menacés, notamment des discours virilistes qui sont de plus en plus nombreux. Sergio, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit qu'ils étaient en augmentation. Vous m'avez même parlé d'un exemple de pères qui se réunissent pour faire des réunions en cas de divorce parce qu'ils estiment que la loi est du côté des femmes qui s'entraident. Donc ces discours virilistes, ils apparaissent dans quel milieu? Quels hommes s'en emparent? Et est-ce que vraiment ils sont en augmentation? Donc on peut le retrouver dans beaucoup de milieux différents et ils s'expriment aussi de manière très différente. Par exemple, au sein des groupes politiques de droite, d'extrême droite, c'est assez évident. On peut le voir dans des youtubeurs, par exemple, qui parlent aussi bien des politiques, mais aussi des questions de genre et qui se sentent constamment menacés par ce qu'ils considèrent comme des avancées, non seulement des avancées féministes, mais le triomphe, ils considèrent que c'est vraiment le triomphe des mouvements féministes qui a mené les femmes maintenant au pouvoir et qu'ils se retrouvent de l'autre côté comme étant victimes d'un nouvel ordre. C'est même complotiste, d'ailleurs on le retrouve aussi dans des milieux complotistes, des survivalistes, mais aussi dans d'autres groupes qui, a priori, on pourrait considérer comme loin de tout ça, qui luttent pour des droits en général. Et si on regarde un peu rapidement, on ne se rend pas compte immédiatement ce discours viriliste, comme ces groupes d'hommes qui s'organisent pour lutter pour les droits des pères. Donc, dit comme ça, on peut dire oui, quand on pense à des gens qui voient leurs droits bafoués, on dit oui, c'est légitime de lutter pour ces droits, mais en fait, eux aussi, ils considèrent que la loi est désormais entièrement du côté de la femme, et dans le cadre des divorces, de la garde d'enfants, ce sont les femmes qui sont toujours bénéficiées, alors que on peut voir avec des statistiques que ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, même avec tous les lois et toutes les avancées qu'on voit les dernières années. C'est pas toujours le cas, mais ils sont convaincus de tout ça, ils s'organisent non seulement pour donner des conseils juridiques,
Mais dans ce genre de groupe, de réunion, très facilement, le fait de commencer à parler de ce propre problème qui peut être réel, des souffrances, le discours vire rapidement à un discours anti-féministe, ou contre les femmes en général, ou misogyne, tout simplement. Donc on appelle ça des mouvements masculinistes, donc c'est un peu le pendant des mouvements féministes, c'est-à-dire que c'est la défense du droit des hommes, les hommes se sentant menacés dans leurs droits, comme les femmes défendent leurs droits dans les mouvements féministes, même si ça n'a pas du tout les mêmes implications, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une polarisation avec les féministes d'un côté, les masculinistes de l'autre, un espèce d'énorme combat? Est-ce que c'est un mouvement qui est beaucoup plus minoritaire que les mouvements féministes? Alors, je pense que c'est plus minoritaire. En revanche, c'est aussi plus violent, je pense. Et c'est aussi beaucoup plus pernicieux. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ces mouvements masculinistes, ils passent beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Et c'était ce qui s'est passé dans le procès Amber Heard de Johnny Depp, où justement la défense de Johnny Depp était passée par l'organisation de réseaux masculinistes sur les réseaux sociaux avec des très jeunes hommes qui se sont organisés pour défendre Johnny Depp. Et d'ailleurs, on dit que c'est un peu le premier backlash, donc le premier retour de bâton post-MeToo, est daté de ce procès Johnny Depp-Amber Heard. Nous avons un long chemin à faire. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragile que des fillettes, mais jusqu'au bout, et coup par coup, je saurais faire de vrais hommes de vous. Comme la flèche qui vibre et frappe en plein cœur, en trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes, mais envers et contre tout, je saurais faire de vrais hommes de vous. J'aurais dû me mettre au régime. Salut tous mes amis pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Ce gars là leur flanque les poids. Et s'il voyait la fille en moi. Je suis tout en âge, ménage et je ne sais pas. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Les jours passent et les uns ne sont plus très loin. Suivez bien mon chemin, vous vivrez demain. Vous ne serez jamais vaillants et forts comme des hommes rentrés chez vous. Je ne peux faire de vrais hommes de vous. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
C'était Comme un homme, tiré du Disney Mulan. Et nous sommes de retour en plateau avec Aude Rivaol et Sergio Cotorivel pour parler de la fabrique de la virilité. Alors, on vient d'entendre un grand classique de Disney, Mulan, où on nous explique qu'on va faire de nous de vrais hommes. Voilà, encore une notion bien particulière de l'homme chez Disney dans des sociétés asiatiques avec un regard bien américano-européen. Alors, on voit aussi dans ce Disney très caractéristique des grands hommes en triangle inversé, mais sans poils, mais très forts, très virilistes dans un sens. Est-ce qu'on retrouve aussi dans le monde du travail, Aude Rivaol, ces mêmes codes assez virilistes au niveau des corps? Est-ce que les corps des hommes au travail répondent un petit peu à ces mêmes critères? Alors, la réponse est plus nuancée que ça, parce que ça dépend évidemment des milieux professionnels dans lesquels on évolue. Ça dépend, là encore une fois, des classes sociales. On n'attend pas de la même chose d'un homme dans le transport routier que dans le monde politique. Et sans vouloir faire de clichés, parce que c'est des milieux que j'ai étudiés, donc j'ai vu concrètement ce que ça pouvait donner, ce qu'on attend d'un homme au travail. Alors effectivement, dans les milieux ouvriers, on attend évidemment un engagement des corps assez intensif, mais j'ai remarqué aussi que les hommes étaient tout à fait conscients que une vie de labeur ne pouvait pas supporter qu'un corps soit mis à l'épreuve tous les jours de manière aussi exposée. Et donc, il y avait aussi des pratiques de précaution, de prise en... Enfin, vraiment, les hommes prenaient soin de leur santé. Et c'était un peu à contrario de ce qu'on peut imaginer, des hommes qui prennent des risques, qui sont dans des pratiques un peu virilistes. Ils savent très bien que s'ils veulent conserver leur emploi et tenir un peu dans l'emploi, il faut aussi un peu se préserver physiquement. Alors qu'au niveau des cadres, et notamment des cadres supérieurs, il y a un rapport au corps qui relève beaucoup plus de l'ascétisme, avec aussi quelque chose de l'ordre de la minceur et un usage du sport qui est là beaucoup plus modéré. Et souvent, quand je suivais des cadres, je les voyais aller le midi au Club Med Gym où ils se retrouvaient. C'était à la fois un lieu pour se rencontrer, mais aussi pour se montrer et montrer qu'on prenait soin de son corps, mais là encore dans une forme de contrôle de son corps. C'était un nouveau boys club. Absolument. J'ai pensé à ça en le disant. Effectivement, c'était un moyen d'échanger des informations de manière informelle. C'est un peu le pendant de la machine à café. Mais aussi de se retrouver, puisque le Club Med Gym, c'est aussi très marqué socialement comme endroit. Donc vraiment l'entretien du corps pour répondre peut-être à un attendu par rapport à sa classe sociale, à son emploi. Oui, c'est ça. Et puis c'est Bourdieu qui disait ça, c'est des individus qui sont façonnés pour prendre plaisir dans l'effort lui-même. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'on va prendre du plaisir en travaillant beaucoup, en étant performant. Et donc, on met un petit peu son corps au service du travail, mais dans une forme un peu comme un marathonien, en fait. Est-ce qu'on peut faire justement un parallèle avec ces représentations qu'on a du corps des sportifs ? Pareil, suivant les sports, on n'a pas exactement les mêmes attendus entre un marathonien et un judoka, et c'est toujours en opposition par rapport au corps des femmes. Tout à fait. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sponsorisent des sportifs ou des courses sportives, et c'est assez logique en fait, parce que le sport, c'est un concentré de symboles, c'est aussi un concentré de valeurs qui correspond un peu à ce qu'on attend des salariés, justement, de l'abnégation, de l'endurance, de la performance et aussi de l'esprit collectif. Ça peut aussi être le cas. Et c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises que j'ai enquêtées, notamment dans les entrepôts logistiques, par exemple, qui étaient des entrepôts frigorifiques, en fait, ils accueillaient des sportifs qui faisaient des courses de fond dans les pays froids pour justement leur offrir un espace d'entraînement. Donc, ils mettaient des tapis de course comme ça dans les entrepôts logistiques pour que ces sportifs puissent s'entraîner. Et en fait, on pouvait suivre les sportifs sur l'intranet de l'entreprise pour suivre ses performances. Et c'était aussi une manière de montrer aux salariés on soutient les sportifs, mais aussi on soutient les valeurs que ces sportifs portent.
Alors que ce soit au travail, dans le sport, mais aussi dans le cinéma, les représentations masculines sont légion et Lila les a épluchées pour nous. On va pas se mentir, depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d'homme pour incarner la virilité. Du muscle, du courage, du contrôle et parfois même de la violence. Hollywood a tranché, un homme ça ne pleure pas et ça n'a jamais mal. Les US ont toujours cherché à romancer leur histoire et quoi de mieux que des cow-boys bien balèzes et des soldats dévoués à leur patrie pour parler de l'idéal masculin. Dans les années 50-60, on véhicule l'image lisse d'un homme patriote et dévoué. Il est macho, dominant, car figure d'un patriarcat roi. Au premier plan, il se doit d'être le héros protégeant la veuve et l'orphelin et sauvant son pays. On songe alors au rôle de Clint Eastwood ou de Kirk Douglas qui furent les étendards de ce fonctionnement. L'homme, c'est le cerveau et les muscles, il résiste à tout sauf aux femmes vénales. Avec mai 68 en France et la guerre froide aux US, on a un peu voulu rompre ce modèle traditionnaliste. On s'interroge alors sur la figure de la masculinité au cinéma sans pour autant déconstruire le mythe. On montre pourtant des personnages plus sensibles, plus poètes et moins virilité de papa. C'est le cas par exemple de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort de Demy, un peintre poète, soldat malgré lui, qui cherche son idéal féminin, un rôle tout en subtilité. Et puis, dans les années 80-90, là on remet en cause le genre, le sida frappe, le militantisme LGBTQ+, prend forme et la condition de la femme évolue. Les réalisatrices s'emploient alors à détruire des siècles de clichés, en passant par des films comme The Virgin Suicide de Sofia Coppola, montrant des jeunes garçons tourmentés par leur identité, à Matrix des sœurs Wachowski, métaphore de la transidentité et où la femme est une guerrière au même titre qu'un homme. Le cinéma d'aujourd'hui montre la diversité de la virilité. Désormais, un homme, ça montre ses émotions et ça montre ses failles. Et c'est très bien comme ça. Bon, après, même si la progression est notable, on se retrouve encore avec des films comme Avatar 2, où vous aurez droit à Jake Sully, le héros trop cool du premier film, qui, depuis sa transformation en Navi, s'est changé en patriarche imbuvable, ignorant les sentiments et décisions de ses enfants et de sa femme, tout en répétant en boucle pendant 2h30 de film « Je suis un père, je protège ma famille ». Tout ça pour au final ne pas verser une larme quand son fils aîné se fait tuer par sa faute. Bref, heureusement que des gens comme Sofia Coppola, les sœurs Wachowski, Luna Wang, Marie Aron, Greta Gerwig, Céline Sciamma et Emerald Fennell existent. Sinon, on sera encore coincé avec Clint Eastwood et Lino Ventura comme modèle de la virilité. Et croyez-moi, vous voulez pas que ça arrive. Merci beaucoup Lila et merci pour avoir cité des réalisatrices à la fin de cette chronique, c'est super important. La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Sergio Cotorivel, je reviens vers vous. Vous étudiez justement l'impact des représentations des hommes dans les produits culturels que nous consommons. Donc ça peut être les films, les séries, les livres, les émissions de télé. Comment ces représentations ont évolué ces dernières années, notamment celles des hommes? Est-ce qu'on s'éloigne enfin un peu des clichés virils dont on parlait dans la première partie? Oui, on peut voir dans les représentations de la série, par exemple, qui est une production culturelle qui a énormément augmenté les 10 dernières années, par exemple, une importante quantité de représentations différentes. Donc, moi, je m'intéresse surtout à cette diversité plutôt que l'impact, parce que ça serait une question de réception et comment elles sont prises par les personnes qui consomment tous ces genres de production. Mais quel est le discours qui se construit dans des fictions différentes? On peut le voir, par exemple, si je fais un peu le lien en rapport avec le travail de Aude sur le monde du travail, par exemple. Et on voit des séries comme Mad Men, où dans les années 60, représente un peu cette époque-là, comment il y avait une image d'homme viril qui correspond très très bien avec l'idée qu'on s'est faite depuis longtemps de cet idéal viril et comment il devait être incarné, représenté avec toutes ces caractéristiques de pouvoir et de domination et de contrôle de soi, etc. Mais aussi beaucoup d'autres où il y a d'autres questionnements. Il y a la possibilité de se penser comme homme en utilisant ou en incarnant aussi d'autres attributs et en différenciant moins peut-être cette opposition rigide et drastique avec le féminin. Donc en essayant d'éviter un peu
aussi un discours aussi binaire et différencié. Par exemple, un peu plus en lien avec d'autres possibilités, comme on a écouté au début de l'émission sur les hommes au foyer, et aussi la possibilité avoir un lien différent avec les enfants, mais aussi avec la sexualité. Donc, avec le cinéma et les séries, on a vu énormément depuis une vingtaine d'années, surtout quand les représentations de l'homosexualité sont devenues un peu plus courantes, parce que dans les années 90, par exemple, c'était ponctuel et d'un point de vue souvent comique, par exemple, pour rire. Mais après, c'est surtout par rapport à ça qu'on voit la différence par rapport à d'autres formes de sexualité. Oui, le personnage gay était le personnage secondaire gay, représenté comme c'est son rôle dans la série, on va dire, ou dans le film, et drôle. Alors que maintenant, on a l'impression que les personnages peuvent avoir des sexualités différentes, des genres cis, trans différents aussi, et que c'est beaucoup plus assumé. Ça fait moins partie de leur personnage. C'est juste ils ont ils ont d'autres caractéristiques. Oui, exactement. C'est pas des personnages construits seulement par rapport à cette caractéristique-là, comme une identité unique et qui remplit un rôle particulier dans la fiction, mais si on pense par exemple à une série de Netflix comme Sex Education, par exemple, où on a toutes ces possibilités-là, on voit dans la construction des personnages et ce besoin de s'éloigner de une caractérisation identitaire fixe et binaire et qui est construite seulement par rapport à cette caractéristique qui va identifier ce personnage et qui va le placer aussi dans des questions de domination et qui va faire rire ou qui va intéresser moins que le personnage principal, comme on le voyait avant, qui incarnait souvent une masculinité hégémonique. On parlait des corps à l'instant. J'ai l'impression aussi, moi en tant que spectatrice, de voir plus de corps d'hommes différents qui sont maigres, qui sont petits, qui ne sont pas forcément courageux ou qui ont peur. Ou voilà. On les présente d'ailleurs souvent comme des anti-héros, ce qui peut être intéressant. À qui on doit ces changements ? Est-ce que c'est les producteurs, les diffuseurs qui se disent bon, on va essayer de plaire à un nouveau public ? Est-ce que ils doivent eux s'adapter aux changements de société ? Est-ce que c'est le public qui en demande ? D'où ça vient ? C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, mais d'où viennent tous ces changements de représentation ? Je pense qu'il y a un nouveau public qui a vraiment très envie de voir tout ça. On ne peut pas penser que les représentations construisent directement la société, mais il y a des liens assez importants des deux côtés. Aussi bien, il y a un nouveau public qui demande, et donc les producteurs savent qu'est-ce qui plaît, et ils vont essayer aussi d'aller dans ce sens-là. Mais aussi, on retrouve plein d'exemples où il a fallu aller contre-courant pour montrer quelque chose et oser vraiment et se dire bon, peut-être que ça ne va pas plaire, et peut-être qu'il y aura moins d'annonceurs, de publicité, etc. Donc il y a plein de cas comme ça où il a fallu forcer depuis les représentations médiatiques. Et donc il y a une dynamique assez importante des deux côtés. Oui. Et grâce à qui tout ça, c'est surtout grâce aux femmes, au mouvement féministe que c'est arrivé. On ne peut pas le penser d'une autre manière. Comme les mouvements masculinistes dont on parlait en première partie, il y a certains téléspectateurs, tristes, qui protestent contre ces nouvelles représentations. On parlait des séries Netflix, de Sex Education, il y en a plein d'autres qui multiplient donc ces personnages qui sont queer. Certains parlent d'une dictature des minorités. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un danger à ça ? Il n'y a pas du tout un danger, surtout quand on voit des faits point de vue un peu plus sociologique ou politique, économique, parce qu'il n'y a pas vraiment un renversement de société ou un changement d'ordre, mais c'est un discours qui est un peu plus présent qu'avant. Donc les consommateurs, consommatrices parfois peuvent avoir cette impression que c'est acquis, qu'il y a un changement, que l'homme maintenant viril a disparu et que l'homme se féminise. Et à partir de là, on commence à sortir beaucoup de
d'explications sur les dangers que ça implique d'un point de vue social, et ce sont les groupes politiques, par exemple, qui reprennent toutes ces peurs. Et on l'a vu énormément dans la dernière campagne présidentielle, avec Éric Zemmour, par exemple, qui a déjà aussi écrit sur la question, sur son livre, j'ai oublié comment il s'appelle, qui fait par rapport au livre de Simone de Beauvoir. Et le premier sexe, c'est pas grave si on ne retrouve pas le titre. Le premier sexe, il me semble, pour montrer comment l'homme occidental, cet idéal est en train de disparaître et que ça va entraîner avec lui tout l'effondrement de la civilisation. Donc c'est complètement complotiste, mais ça, on le retrouve souvent. Il y a des gens qui disent oui, maintenant, toutes les séries, ça parle toujours de personnages homosexuels ou des hommes féminisés, alors que même s'il y en a beaucoup plus, maintenant, c'est vrai, c'est loin d'être la majorité des cas, c'est loin d'être la majorité des représentations qui sont consommées par les personnes en général, aussi bien à la télévision que sur les plateformes. Donc, ce sont des ressentis, des impressions, et qui sont alimentés souvent par tous ces discours de peur, souvent complotistes. Effectivement, Sergio, c'est aussi nier le fait que la société reste largement hétéronormée, avec des représentations d'hommes et de femmes assez stéréotypées quand même. Mais alors, qu'est-ce que les hommes auraient à perdre à être moins virils ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur ? Quand on avait préparé cette interview, vous m'aviez parlé des hommes qui pleurent, qui mettent des vêtements colorés, qui se maquillent, qui expriment leurs sentiments. Moi, ça me semble positif. Moi, je signe tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui freinent, qui ont cette peur et où les discours complotistes font écho chez ces personnes ? Parce que tous ces gens de groupes considèrent qu'une féminisation de l'homme implique une perte de son essence, s'il y en avait une, et de son pouvoir surtout. Le problème, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. La féminisation, je l'aurais dit entre guillemets, cette féminisation des hommes n'implique pas forcément une perte de pouvoir. Donc quand il y a des changements de représentation, des hommes qui se différencient de cet idéal viril du 19e siècle, ça ne veut pas dire forcément, ou en tout cas pas à chaque fois, qu'il y a un renversement de rôle ou de la domination. Donc on peut avoir des hommes qui semblent déconstruits, même si ce mot aussi est problématique, mais qui semblent déconstruits, mais ça peut être assez superficiel parce que les rapports avec les femmes restent les mêmes. Et on peut le voir aussi quand on pense aux masculinités homosexuelles. Donc, le fait d'être homosexuel et se retrouver dans une masculinité subordonnée, ça ne veut pas dire qu'on n'exerce pas des formes de domination envers d'autres personnes et surtout envers les femmes. Donc il peut y avoir aussi des rapports très, très compliqués entre les femmes et les hommes homosexuels, par exemple, et placer toujours les femmes dans des situations de domination. Ça ne veut pas dire que le fait qu'on soit dans des situations de domination par rapport à une masculinité hégémonique, ça ne veut pas dire qu'on est tous solidaires. On va dire, il y a beaucoup d'autres rapports. Donc, la question qu'il faut se poser sur les changements de représentation, c'est surtout qu'est-ce que ça fait au rapport de domination. Parce que parfois, ils restent les mêmes. Donc, il n'y a pas de peur à avoir et surtout, ce n'est pas revendicatif de quelque chose. Il n'y a pas vraiment de renversement. Ça peut être une sorte de mode. Parce que la masculinité, le patriarcat arrive à s'adapter, à rester au pouvoir surtout. Et à chaque fois, et il va le faire. Et s'il va falloir que tous les hommes mettent des jupes, se maquillent, pour rester au pouvoir, ça va être comme ça. Pas grave, ça va être de n'importe quelle manière. Mais ce qui est important, c'est un jeu de garder ces rapports de domination. Et qu'est-ce que les hommes ont à perdre? C'est tout. Pourquoi ça change très difficilement? Parce qu'il faut remettre en question ses propres avantages. Et ça, c'est dur à faire. Et j'ajouterais même que la peur dont vous parliez, c'est aussi une peur très profonde. C'est vraiment la hantise de l'impuissance pour les hommes. Et je l'ai constaté du coup, moi, dans mes enquêtes sur le monde du travail. La manière dont les hommes s'imposent, c'est pas nécessairement par des démonstrations permanentes de force, mais vraiment par une peur de l'impuissance qui est très forte parce qu'on leur a enseigné justement qu'il fallait être fort, puissant, dominé, etc. Et du coup,
de passer pour un fainéant ou pour un loser, c'est vraiment la honte ultime et la honte suprême. Et donc, il y a cette peur vraiment de ne pas être à la hauteur qui motive justement et est le moteur de cette peur. Donc tout est une question vraiment de domination. Au-delà des représentations, il faut avoir le pouvoir. La virilité et les comportements qui lui sont associés s'insinuent partout, notamment dans le monde du travail. On en parle juste après Eddie de Pretto, Kid. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid, loin de toi c'est finesse tactique de ces femmes origines qui féminisent gros guise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils artères et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Nous venons d'écouter Eddie de Pretto avec Kid et sommes toujours avec Aude Rivoal et Sergio Cotorivel en plein travail sur la fabrique des virilités et des masculinités. Alors, justement, dans le monde du travail dont on a parlé longuement déjà dans cette émission, j'aimerais revenir, Aude Rivoal, sur quelles sont les valeurs masculines qui sont souvent prônées dans le monde du travail. Est-ce que c'est par le vocabulaire utilisé? Par exemple, vous aviez parlé de ce parallèle avec le sport où on prônait des valeurs de force, d'entente, de cohésion. Est-ce qu'on retrouve d'autres types de vocabulaire ou de valeurs mises en avant? Oui, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la masculinité, c'est une affaire de transmission. Et on transmet des codes de la masculinité à la fois par l'éducation d'un père à ses fils, par exemple, mais aussi ça passe par le monde de l'entreprise, par exemple par les séminaires.
par les séminaires d'entreprise ou par ce qu'on appelle les team building, où là, ça va être une manière de justement de transmettre les valeurs qu'on attend des salariés. Et ces valeurs, elles sont viriles ou virilistes, généralement, même si ça change sous certains aspects à cause de problèmes liés à la santé au travail, mais dans beaucoup de grandes entreprises, ça reste encore le mythe de la performance, de l'engagement, du don de soi. Et être un bon employé, c'est aussi ne pas compter ses heures. On a une culture en France du présentéisme qui est très forte et qui perdure pas mal. Et donc voilà, on a tendance à se concentrer sur les individus quand on parle des masculinités, mais il faut aussi voir comment les structures, elles permettent à cette masculinité de s'exercer, de se fabriquer et justement de se perpétuer au fil du temps. Est-ce que ces pratiques alimentent cette idée de c'est le plus fort qui va survivre, de la loi du plus fort, qui n'est pas de la sélection naturelle de Darwin, mais voilà, de participer à cette idée que si on ne compte pas ses heures, si on présente des attributs forts mentalement ou physiquement, on va émerger comme étant le meilleur. C'est là où justement, c'est pas forcément la loi du plus fort qui règne, et c'est là où c'est intéressant de voir que c'est pas le plus fort, mais c'est celui qui s'adapte le mieux, qui résiste. Et c'est tout à fait la théorie de l'évolution de Darwin. C'est justement ce que vous disiez, la sélection naturelle, c'est pas la loi du plus fort, c'est celle de celui qui s'adapte le mieux. Avec les masculinités, c'est pareil, et Sergio l'évoquait tout à l'heure. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, un manager, par exemple, qui va être trop autoritaire, il sera mal perçu à la fois par ses employés, mais aussi par ses collègues, parce que ça veut dire qu'il ne sait pas forcément gérer ses équipes autrement que par la terreur, et on sait que la terreur, ça ne marche pas. En tout cas, dans la plupart des espaces de travail. Et donc, il va falloir faire autrement. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'hommes, justement, qui se disaient en faveur de l'égalité professionnelle, en faveur de la cause des femmes. Et il y avait vraiment cette dichotomie entre les discours et les pratiques. Des hommes qui se disaient en faveur de l'égalité, mais qui, par ailleurs, avaient des pratiques sexistes. Mais c'était une manière, justement, de s'adapter, d'aller avec les évolutions sociales qui font que, en fait, oui, aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a quand même des lois qui garantissent l'égalité, il y a des grands patrons qui s'engagent, et donc il faut aller vers plus d'égalité. J'ai jamais rencontré d'hommes qui me disent non, moi je suis pour que les femmes restent à la maison. Jamais, jamais. Et c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas des pratiques sexistes, de couper la parole à des femmes en réunion, etc. Est-ce que ce double discours de vouloir s'adapter suivant les évolutions de notre société, ce n'est pas juste, comme Sergio le disait un peu plus tôt, le patriarcat finalement qui s'adapte pour continuer de dominer ? Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est de la même manière que, comme le disaient Boltanski et Capello, le capitalisme s'adapte à mesure qu'on lui fait des critiques. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de capitalisme vert qui était en réaction au capitalisme effréné des années 90 avec consommation à outrance. La domination masculine, c'est pareil, elle s'adapte et aujourd'hui, elle prend des formes beaucoup plus pernicieuses. Et donc c'est pour ça que c'est très important de continuer à faire des enquêtes de terrain, notamment pour déceler les nouvelles formes qu'elle peut prendre. Mais la division sexuée du travail que l'on voit aujourd'hui participe justement à ce statu quo actuel ? Alors, ça participe et c'est d'autant plus flagrant que, en fait, la condition du maintien du capitalisme, c'est aussi que la condition de sa survie, c'est que le travail rémunéré fonctionne aussi parce que les femmes font la majorité du travail gratuit en parallèle. Et donc, si les hommes peuvent faire carrière, c'est aussi parce qu'il y a des femmes à la maison qui font du travail gratuit. Pour que le monde du travail fonctionne, il faut absolument qu'il y ait du travail gratuit qui soit fait en parallèle. Et ce travail gratuit, il est en majorité fait par les femmes. Finalement, on s'est posé la question au début d'émission sur les fabriques, les lieux de fabrique des virilités, en supposant qu'il y avait peut-être une crise de la virilité. Mais est-ce qu'elle existe au final, cette crise de la virilité ? Parce que j'ai retrouvé des articles déjà des années 1950, 1960 qui parlaient déjà
d'un modèle qui est en train de s'effondrer, de questionnements qu'il faudrait avoir dans notre société. Et en 2024, est-ce que la question vaut même la peine d'être posée ? On peut remonter encore plus en avant parce qu'il y a toujours des moments qu'on identifie comme des moments de crise. Mais pour moi, c'est comme ce on disait tout à l'heure sur la capacité d'adaptation du patriarcat, parce que c'est l'une des stratégies d'adaptation, de se montrer comme un modèle qui est sur le point de finir pour revenir en force. Donc c'est une très bonne stratégie pour garder le pouvoir. Donc parler de crise de masculinité, ça ne sert pas à grand-chose et souvent ça aide discours viriliste pour dire oui, il faut la renforcer en fait. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le secteur informatique, on se rend compte qu'il y a un grand changement dans les représentations de la masculinité dans le secteur informatique. Le nerd des années 90 par exemple, Bill Gates n'est pas du tout le Elon Musk ou le Mark Zuckerberg d'aujourd'hui, qui sont, eux, dans des démonstrations virilistes hyper fortes et quitte à s'affronter dans des combats de MMA ou se menacer de s'affronter dans des combats de MMA. Preuve que, justement, non seulement ça se transforme, mais que c'est aussi, ça peut toujours revenir. Et donc, cette crise, elle est d'autant moins légitime qu'il y a une espèce de permanence de la crise qui fait que voilà, ça n'en est pas une. J'aimerais reboucler avec le début de l'émission, parce qu'on arrive hélas bientôt à la fin, avec cet homme idéal viril dont on parlait et qui était un patchwork de plein de choses pas forcément chouettes. Vous, si on doit imaginer un nouvel homme idéal, un peu plus moderne, quels seraient les objectifs pour ces hommes pour essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus récent ? C'est la couverture de Vogue qu'avaient fait Rihanna et son mari ASAP Rocky, où en fait Rihanna est devant et lui est derrière, il lui tient la main et ils portent leur bébé dans les bras. Et cette couverture avait fait beaucoup parler d'elle parce que d'une part elle était mise en avant et aussi lui portait le bébé et notamment voilà, à la fois dans la culture patriarcale mais aussi dans les masculinités noires, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir et j'ai trouvé que c'était une très belle couverture, un parti pris assez fort. Sergio ? Oui, et justement par rapport à ça, ce genre d'image, ce que ça pourrait évoquer ou impliquer, c'est un questionnement de sa propre place. Et je pense que pour des nouvelles masculinités, pour moi le plus important, ce serait que les hommes questionnent leur place et laissent aussi cette place, se mettre un peu de côté, indépendamment de toutes les caractéristiques externes. Parce que ça va toujours changer, ça va toujours évoluer. Mais la place qu'on prend et qu'on occupe, ça c'est bien plus difficile. Donc c'est surtout cette réflexion-là. On a à gagner, mais il faut aussi perdre. On ne peut pas présenter la nouvelle masculinité comme seulement quelque chose où on gagne, parce que non, il y a à perdre, mais il y a d'autres possibilités aussi, d'autres choses à gagner. Justement, pour les hommes qui écoutent cette émission et qui se disent « Bon, comment faire pour être un homme meilleur ?» Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des questions que chacun pourrait se poser pour se dire « Bon, peut-être que effectivement j'ai des comportements sexistes. Est-ce que mes représentations ne sont pas les bonnes ?» Est-ce que vous auriez des petites pistes pour ces personnes-là ? Très concrètement, ça peut être de lire des livres, d'écouter des podcasts, de ne pas déléguer ce travail de réflexivité justement aux femmes. Et aussi très concrètement, c'est juste de se taire en fait et d'écouter. Et c'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Aude Rivaol et Sergio Cotorivel. Une émission préparée et réalisée par Dunia Saez et Sophie Potvin, avec une chronique de Lila que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr ou nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.